Bonsoir et merci de nous rejoindre dans la surface de vérité. L'invité du jour, c'est un révolutionnaire dans l'âme. Il fait partie de ceux qui ont opposé une résistance politique au régime du Front populaire de Blaise Compaoré après l'assassinat de Thomas Sankara. Emprisonné, torturé et contraint à l'exil à Dakar. Aujourd'hui, fonctionnaire international, il est chef de bureau UNICEF Zone Sud du Nigeria. Mais il n'a pour autant pas abandonné la politique à la faveur de l'insurrection populaire. Il est revenu au pays, d'abord membre du bureau politique du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Aujourd'hui, il a rejoint le mouvement Sens Servir et non se servir. C'est bien sûr le docteur Diogo, chargé de l'orientation politique du mouvement Sens, qui est dans le fauteuil blanc. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Guévré. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie, c'était un énorme plaisir. C'est vrai qu'il y a quelques années déjà, nous avons reçu dans ce fauteuil. Absolument. Donc, je me souviens très bien, il y a de cela à peu près 5 ou 6 ans, je me souviens. 2015. Exactement. 6 ans. Alors, ils sont nombreux aujourd'hui encore, les victimes du Front populaire à l'exil. Je pense qu'il y a encore un certain nombre, je pense qu'ils sont toujours en exil, mais la majorité est au pays, donc pour participer à l'animation politique. Et surtout que le mouvement insurrectionnel d'octobre 2014 a été véritablement une victoire populaire et une victoire également qui a permis à l'ensemble des filles et fils de ce pays de pouvoir se sentir en position de construire une patrie forte et une nation forte. Et du MPP au départ que vous avez rejoint au mouvement Sens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, écoute, l'adhésion au MPP était une adhésion qui rentrait en droite ligne de la résistance qu'il fallait opposer donc, au régime Compaoré, donc au régime et au système Compaoré qui était en place. Et donc, il fallait créer les conditions favorables de modifier les rapports de force politiques afin de permettre à l'ensemble des couches sociales de notre peuple de pouvoir se soulever et de vaincre et de construire une nouvelle société démocratique. C'est dans ce sens que l'avènement du mouvement du peuple pour le progrès a été une opportunité historique de pouvoir rassembler des hommes et des femmes en vue de participer au combat de notre peuple. Cependant, nous comprenons tous que les aspirations de ce mouvement insurrectionnel durant le premier mandat du régime MPP n'a pas pleinement répondu aux attentes en termes de rupture politique, sociale et économique, ce qui obligeait véritablement au niveau de l'ensemble de beaucoup de combattants de l'insurrection de s'organiser une fois de plus et de créer un nouvel creuset qui allait permettre de poursuivre le combat autour des aspirations fondamentales de l'insurrection populaire. Donc l'agenda post-insurrectionnel, ce n'est pas comme ça, vous l'avez vu? On n'est pas sur la bonne voie? Pas du tout. Pas du tout. Nous pensons qu'au-delà véritablement de la résistance de notre peuple autour de la modification de l'article 37, il y avait un agenda politique clairement défini par notre peuple qui visait à une rupture fondamentale, à des institutions nouvelles et surtout à une refondation qui allait permettre à l'ensemble des couches sociales de notre peuple de participer à un mouvement d'épanouissement patriotique et national qui fonderait aujourd'hui véritablement une société dans laquelle l'ensemble des Burkinabés, des filles et des fils de ce pays-là, allaient pouvoir s'épanouir. Cela n'est pas le cas aujourd'hui et nous assistons malheureusement à une offre politique qui est assez faible et qui ne peut pas permettre aujourd'hui à notre peuple de faire les transformations politiques et économiques sociales qui pourraient nous permettre de retrouver l'élan révolutionnaire que nous avons connu depuis les années 83 sous Thomas Sankara. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? On pourrait dire que c'est une faillite des élites. Oui, je pense que nous devons accepter que les élites politiques de notre pays sont aujourd'hui en déphasage avec les aspirations de notre peuple. Les élites politiques aujourd'hui ne sont pas en mesure d'offrir un agenda politique de transformation, un agenda politique de refondation, et cela appelle aujourd'hui à une meilleure réflexion politique, à de nouvelles pensées politiques qui permettraient évidemment à notre peuple de pouvoir collectivement participer aux jeux politiques. Donc, revenir à une situation. Mais est-ce que là aussi, on ne pourrait pas penser aussi d'une limite de la démocratie? Je pense qu'à ce niveau, nous ne faisons pas de la démocratie un fétichisme. Il faut impérativement
que nous puissions aujourd'hui donner à cette démocratie un contenu. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est peut-être un processus électoral qui permet de choisir, d'avoir des élus, de choisir un leadership politique, mais la démocratie, fondamentalement aujourd'hui, ne répond pas à l'ensemble des aspirations sociales et économiques de notre peuple. Donc il nous faut concrètement revenir dans les fondamentaux de ce que nous comprenons comme esprit de refondation et esprit de transformation révolutionnaire pour véritablement construire un nouvel système politique qui permettrait véritablement de créer les conditions d'une émergence économique et sociale qui puisse satisfaire les aspirations populaires que nous avons en ce moment. Ce que vous dites est tellement intéressant parce que le constat aujourd'hui, c'est que les démocraties en Afrique, les démocraties sont en crise. Même en Europe, de plus en plus, la démocratie est décriée comme mode de gestion du pouvoir, comme moyen de parvenir au développement, parce que la finalité de cette démocratie devrait être justement le bien-être de nos populations. Est-ce que cette démocratie aujourd'hui nous l'apporte? Ce n'est pas forcément vérifié, parce que je prends le cas de l'Afrique, on constate que les quelques pays qui s'en sortent bien ne sont pas forcément des pays perçus comme des modèles de démocratie. Par certains, je suis toujours, parce que la démocratie, quoi qu'on dise, reste des valeurs culturelles importées qui ont du mal à véritablement se greffer à nos valeurs pour nous sortir quelque chose justement d'assez intéressant pour nous amener vers le développement. Je crois que votre raisonnement tient la route, M. Guébré. Il est indéniable aujourd'hui que nous avons des schémas et des paradigmes qui ne répondent pas au substrat sociologique donc, de nos populations et qui ne permettent pas à la participation pleine et entière des couches sociales et des citoyens dans l'animation de cette démocratie-là. Et aujourd'hui, la démocratie se vide pleinement de son contenu. À quoi sert un jeu politique qui ne résout pas les questions fondamentales d'accès à l'éducation, d'accès à l'eau, d'accès à la santé, qui ne permet pas aux citoyens de pouvoir voir donc, le débouché en termes donc, de développement? Je pense qu'à ce niveau, il y a un problème. Et donc, la démocratie ne doit pas être un jeu d'une élite qui se contente donc, de se partager un pouvoir et d'être entièrement attaché donc, à un système d'illusion sur le plan international et de pouvoir. Donc, il nous faut un jeu où l'argent finalement. Mais absolument. Je crois que le fond principal des systèmes politiques que nous avons aujourd'hui, donc c'est un système politique dans lequel effectivement la part véritablement donc de l'argent et des ressources financières a pris la place vraiment des idées, a pris la place du travail donc pour y aller. Et notre pays, le Burkina Faso, mais personnellement, sous la révolution de Thomas Sankara, de 83 à 87, j'ai participé pleinement à une vie démocratique de ce pays. Et c'est le modèle démocratique qui nous permettait, nous tous, en tant que citoyens, en tant que jeunes, de pouvoir participer à l'animation de notre propre destin. Une révolution, mais où il y a le jeu démocratique s'exprime pleinement. Mais le jeu démocratique s'exprime pleinement. Moi qui vous parle, je fus délégué CDR, donc de l'école supérieure de santé, de l'école de médecine, de la faculté de médecine. J'ai été élu démocratiquement et j'ai animé la vie politique de ma faculté et partant de l'université qui me permettait aujourd'hui de pouvoir faire valoir ce que je pense être utile pour mon pays, de pouvoir construire le destin. Moi qui vous parle, en tant qu'étudiant, en tant que militant CDR, je participais pleinement à la construction de la bataille du rail. Je pense que c'est un jeu démocratique. Et justement, le constat, la réalité qu'on fait aujourd'hui, c'est que ce que la révolution a réussi en quelques années, en termes de développement, c'est plus important que tout le reste. Mais bien sûr, parce que les démocraties que nous avons à l'heure actuelle se sont vidées de leur contenu, se sont vidées de la participation populaire. Une démocratie, c'est d'abord des hommes et des femmes qui se rassemblent pour construire un destin commun et pour bâtir ensemble. Et aujourd'hui, nous n'assistons pas à cela. Aujourd'hui, nous assistons à une démocratie confisquée. Confisquée par une élite, confisquée par une administration politique qui, au-delà des slogans électoraux, il n'y a aucun projet de société. En novembre dernier, nous avons eu des élections démocratiques au Burkina Faso. Mais dites-moi, quel est le projet de société qui se construit aujourd'hui lorsque tous les slogans électoraux se sont tus?
Il n'y a pratiquement rien. Dites-moi aujourd'hui comment on peut organiser des femmes et des hommes à prendre en main leur destin, à vaincre l'insécurité alimentaire, à construire pour eux leur propre bonheur, à le définir et à y aller. Ça n'existe pas. Dites-moi aujourd'hui, quel est le champ de bataille aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan social, qui nous permet de remplir et de déployer 40 000 personnes pour pouvoir résoudre un problème. Mais dans les démocraties vidées que nous avons, nous sommes en mesure de remplir des stades avec 40 000 personnes, mais nous ne sommes pas en mesure de déployer 40 000 personnes pour assurer l'assainissement de la ville de Ouagadougou. Tout se mesure à la force de la mobilisation lors des meetings. Absolument. À coups de billets de banque. Mais c'est une démocratie qui fait du tort à l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes tous interpellés à pouvoir nous asseoir, à réinventer le modèle politique qui permettra d'assurer un devenir économique, un destin national. C'est une autre indépendance à conquérir, parce que j'ai l'impression finalement que cette démocratie-là, c'est quelque peu aussi un piège qui permet encore à l'impérialisme de continuer à nous dominer. Absolument. Je pense qu'au-delà d'une autre indépendance à conquérir, c'est une renaissance qu'il nous faut. Et cette renaissance, nous pouvons aussi la définir en termes véritablement de recréer l'espace politique, l'espace économique fondamentalement africain qui nous permettrait aujourd'hui de pouvoir, parce qu'il est indéniable que ce n'est pas à l'intérieur de ces frontières héritées donc de la colonisation que nous serons en mesure de construire une Afrique viable et de pays viables. Donc il faut repenser et clairement reposer les jalons de véritable un espace politique, reposer les jalons de refondation institutionnelle qui permettrait la participation populaire et de permettre à l'ensemble du génie créateur de nos peuples de pouvoir véritablement créer une nouvelle Afrique et une Afrique renaissante. Ça demande du leadership. Et c'est ça tout notre problème aujourd'hui. Absolument. Des hommes d'État. Absolument. Ça demande du leadership. Et ça demande également que le mouvement de conscience que nous avons un peu partout en Afrique ne soit plus étouffé. Que nous puissions avoir des objecteurs de conscience qui se mettent au-delà, donc au-devant de nos peuples, pour traduire et avoir ce dialogue-là. Il nous faut parcourir et créer un mouvement de conscience patriotique africain, panafricain, qui nous permette aujourd'hui de remettre en cause les schémas et les paradigmes que nous avons, qui depuis les années 1960 n'ont pratiquement produit aucune Afrique nouvelle, aucune Afrique indépendante. Parce que justement, cette démocratie, on pourrait le dire, elle est quelque peu à la base aujourd'hui de cette société burkinabé en crise. Absolument. Absolument. Et c'est pourquoi moi, je me refuse de l'appeler démocratie. Parce qu'en fin de compte, nous avons en place un système politique assuré par des hommes et des femmes totalement débarrassés de tout esprit patriotique et qui ne sont pas en mesure de même réaliser ce que le système colonial a réalisé pour ses colonies. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Comment pouvez-vous expliquer, M. Guébré, que encore l'illettrisme, l'analphabétisme sont encore des questions non résolues dans nos différents pays? Le Burkina Faso fait 22 millions d'habitants. Il nous faut 60 ans pour faire en sorte que chaque Burkinabé puisse avoir accès à l'éducation, puisse savoir lire et écrire. Donc, nous n'avons pas de chantier. Il n'y a pas de politique volontariste audacieuse. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Et nous pensons que le Burkina Faso, avec ses 22 millions de citoyens, ces 22 millions de patriotes, est à même de se donner des objectifs clairs, un mandat clair pour construire des grands chantiers et aller au-delà maintenant des questions nouvelles qui sont aujourd'hui des questions très émergentes auxquelles nous devons adresser. Autrement, nous serons toujours à la traîne de l'histoire. Malheureusement, il y a les calculs électoralistes. Absolument. Je crois que c'est un piège. Nous sommes pris dans un piège, M. Guébré. Nous sommes pris dans un piège et je crois honnêtement que tous les hommes politiques burkinabés, je crois honnêtement que
tous les intellectuels de ce pays, je crois honnêtement que les patriotes et les populations de ce pays ont pris conscience que ce n'est pas le modèle qu'il nous faut pour nous développer. Et donc, on assiste dans la conscience nationale à une forme de désaffection de la chose politique. On assiste à véritablement un recul de la participation des citoyens dans construire. Et on se demande, à ce rythme, qu'allons-nous devenir? Parce que, fondamentalement, il faut que le jeu politique permette de nouveau, à tous les niveaux et de façon permanente, aux citoyens de participer à l'animation de sa ville. Je vous donne un exemple. Arrêtons de parler des hommes politiques qui se retrouvent au sommet de l'État. Allons dans un village. Vous prenez un élu qui est le CVD du village, qui est le conseiller municipal du village. En quoi est-il habilité pour transformer radicalement les bases sociales et économiques de son village? Rien du tout. Et en dehors des périodes électorales, quelle est l'animation politique à laquelle nous assistons dans les différents villages? Vous partez dans des villages, vous pourrez même assister qu'un match Real-Barça mobilise beaucoup plus que des femmes et des hommes qui se réunissent pour trouver des solutions à leur propre village. Vous allez dans des villages où il n'y a aucunement un accès à de l'eau potable et il n'est pas possible que ce soit inscrit dans l'agenda de la communauté elle-même pour trouver les ressources endogènes pour transformer cela. Mobiliser la masse autour des projets d'intérêt commun, mais pour le faire, encore une fois, il faut du leadership, il faut de la confiance, alors qu'aujourd'hui, il y a véritablement une crise de confiance entre l'élite et la base, et ça, c'est difficile. Absolument. Et cette crise de confiance traduit véritablement que les élites politiques sont au banc aujourd'hui des accusés et doivent répondre devant l'histoire de leur échec. Il est encore possible de se rattraper. Et c'est pourquoi moi je parle de rédemption politique. Il nous faut, à tous les niveaux, d'abord un examen de conscience personnelle et ensuite un examen de conscience collectif pour dire nous avons échoué, il est temps de repartir sur de nouveaux paradigmes, il est temps de recréer cette confiance avec les populations à la base et de les libérer dans leur action politique, de les capaciter afin qu'elles puissent elles-mêmes résoudre leurs problèmes. Et ça nous permet de parler de réconciliation nationale. C'est le terme à la mode actuellement. Un agenda politique de premier plan, non? Pourquoi? Je me le demande. Je crois que, une fois de plus, parler de réconciliation politique, alors que nous faisons face à des enjeux et à d'autres défis plus importants, représente, une fois de plus, une forme de forfaiture. On parle de réconciliation tout court. Ce n'est pas important, à votre avis? Ce n'est pas un enjeu? Mais la réconciliation, à mon humble envie, avec tout le respect que je dois à ceux qui en font la promotion, n'est pas un chantier prioritaire pour notre peuple, parce qu'il n'existe aucune déchirure, aucune fracture aussi profonde dans ce pays qui fait appel à une quelconque forme de réconciliation. Ah bon? Ce dont il est question, oui, ce dont il est question aujourd'hui, c'est de pouvoir asseoir les bases d'une véritable gouvernance de leadership autour d'un agenda politique clair qui puisse résoudre les questions fondamentales auxquelles notre peuple est confronté. Les autres questions, c'est une fuite en avant qui ne permet pas aujourd'hui à notre peuple de pouvoir se concentrer sur les défis majeurs qu'il doit pouvoir résoudre. Et les crimes de sang? Vous avez été victime du Front populaire, et justement, vous êtes mieux placé pour le savoir. Il y a les cas Sessouma, Lengani, Arizongo, mais aussi des cas d'assassinat sous la Révolution. Tout cela, l'un dans l'autre, il y a un besoin quand même de se parler, de se pardonner. Il y a d'abord un besoin de vérité. Et donc, pour arriver à ce besoin de vérité, nous n'avons pas besoin
d'évoquer un quelconque agenda de réconciliation. Je m'explique. Sans vouloir aujourd'hui ramener la question sur un plan strictement personnel, ni émotionnel. Nous savons tous que le plus important aujourd'hui, dans cette classe politique, ils sont en mesure de se présenter devant notre histoire et de dire ce qui s'est passé. Personnellement, je suis au-delà de ce qui m'a été fait. Vous avez pardonné à Blaise Compaoré et à son régime? J'étais engagé dans un combat pour dire non à l'avènement du Front populaire. J'étais engagé dans un combat pour dire non à l'assassinat donc de Thomas Sankara. Ce que je demande aujourd'hui, c'est une réconciliation avec des valeurs. Que nous puissions nous réconcilier avec des valeurs morales qui permettent à notre peuple de ne plus vivre ces atrocités et ces crimes. C'est cela qui est le plus important. Maintenant, dans ce combat dans lequel j'étais, et dans lequel beaucoup de Burkinabés également se sont engagés et ont perdu la vie, je crois qu'il est important aujourd'hui, pour le respect de leur mémoire, de faire en sorte que nous n'assistons pas à des arrangements qui vont alourdir et créer le type de fracture et de ressentiment que nous devons aujourd'hui éviter. J'ai politiquement évolué sur la question de ce qui est arrivé à moi et à d'autres camarades, à plusieurs camarades, en mai 88. Pourquoi? Parce que je le mets au bénéfice des victoires de notre peuple. Et pour moi, si un acte historique a réconcilié notre peuple avec lui-même et avec tous ceux qui ont fait du tort à notre peuple, c'est l'insurrection populaire d'octobre 2014. Il nous faut donc, à partir de cette insurrection, reconstruire des bases nouvelles, des bases morales de notre vivre ensemble, des bases de consolidation et des bases qui permettent aujourd'hui que la vérité, elle est connue la vérité, elle ne veut pas être dite. Et je regrette aujourd'hui que beaucoup d'hommes politiques qui ont été dans le régime Compaoré, qui ont participé à apaiser et à construire une forme de négation de cette vérité, viennent aujourd'hui simplement nous parler de réconciliation. Ils en parlent parce qu'ils veulent évacuer la vérité. Mais sinon, chacun est libre de venir devant vous, de venir devant l'histoire, de venir devant l'opinion nationale et nous dire quelle était sa part de responsabilité dans les crimes, dans la malgouvernance que nous avons connue, dans la négation des idéaux de la Révolution. Il est possible que chacun le dise et que nous puissions rebâtir de nouvelles bases de notre société et aller de l'avant. Rebâtir une nouvelle base en mobilisant le génie burkinabé, c'est possible qu'on puisse se retrouver pour regarder dans la même direction. C'est possible. Et c'est peut-être possible surtout avec le mouvement Sans servir et non se servir, mais vous avez été face à la réelle politique lors donc des élections législatives. Ça a été un échec, il faut le dire, non? Ou plutôt, il faut voir plutôt les leçons à en tirer? Les deux. Je crois qu'objectivement, c'est les deux. Mais il faut placer cela dans le sens de l'apprentissage politique. Il faut également placer cela dans le sens d'un combat perdu. Mais le mouvement Sens s'est voulu d'abord un creuset de fédération, d'une nouvelle conscience politique, d'hommes et de femmes qui se sont démarqués de la pratique politique et du jeu politique. C'était également un mouvement de conscience qui interpellait. Et voilà pourquoi nous nous sommes constitués en association politique. Pour dire qu'il nous faut réfléchir. Réfléchir avec d'autres composantes de notre peuple pour parvenir à une refondation, pour construire la véritable rupture qui permettrait aujourd'hui de redéfinir
la renaissance de notre patrie. Il ne suffit plus aujourd'hui de dire qu'on est anti-système. Le gouvernement est pourri. Il faut une gouvernance vertueuse. Il faut une gouvernance intègre. Ce n'est plus suffisant. Parce que nous faisons face à de nouveaux défis historiques qui nous interpellent à aller puiser au fond du patrimoine culturel, politique de notre pays et du continent africain pour construire non seulement une société différentielle, mais une société qui se fonde sur de nouvelles bases qui ne sont pas celles qu'on nous impose aujourd'hui sur le plan de la mondialisation. Voilà le combat dans lequel le mouvement Sahel se situe. Et je pense que ce combat est davantage d'actualité. Cependant, il n'est pas possible, à notre niveau, de dire que le jeu politique que nous avons, le jeu électoraliste que nous avons, peut accoucher de cette société-là. Parce que nous posons également la refondation institutionnelle qui est indispensable aujourd'hui à l'animation politique de notre peuple. Et je pense que ce combat, nous le poursuivrons. Le combat pour le changement même du système politique. Yes, le combat pour le changement du système politique. Vous êtes engagé. Ce combat, il est indispensable. Je vous donne un exemple, M. Guébré. La décentralisation et la régionalisation aujourd'hui. Ouais, justement, on parle d'aménagement de territoire. Oui. Nous pensons que nous vivons encore les reliquats ou la continuation de la territorialisation coloniale que nous avons héritée. Entre un gouverneur et un président du conseil régional, mon choix se situe autour du président du conseil régional. Pas du gouverneur. Pas du gouverneur. Il nous faut une administration de développement. Il nous faut une décentralisation effective dans laquelle le peuple souverain se donne des élus pour administrer la cité pleinement et entièrement. La place aujourd'hui du gouverneur, du haut commissaire, du préfet sont des places que nous devons pleinement nous interroger de leur validité en termes de souveraineté et de construire une société de développement. Et donc, je vous donne un exemple, c'est ça. Si aujourd'hui nous avons une Assemblée nationale avec 127 députés, cette Assemblée nationale est très loin de représenter les aspirations profondes de notre peuple, d'assurer le cadre de redevabilité et le cadre de responsabilité que nous devons confier à un élu. Il nous faut donc aller vers non seulement des assemblées régionales, des exécutifs régionaux, élus, redevables, dans la réalisation des mandats populaires que le peuple les aura confiés. C'est si différent de l'administration des gouvernorats, des préfectures? Absolument différent. Absolument différent. Parce qu'il reviendra à ces exécutifs régionaux de pouvoir décider de ce qui est impératif et de le réaliser à travers la souveraineté dont ils jouissent. Les conseils régionaux, c'est absolument. Dans ce sens. Oui, absolument. Et je crois que ce serait davantage une forme. Je vous donne, et même dans le jeu politique, ça permet à beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques d'échapper à leur première mission, celle de servir le peuple. Pour taquiner, moi je préfère aujourd'hui un Zéphirin Diabré, gouverneur à Tinkoudou élu, pour mettre en œuvre ce qu'il pense être son programme de société, son programme de développement, qu'un Zéphirin Diabré, ministre d'État en charge de la réconciliation, qui chaque jour ne résout aucunement la question de l'accès universel à l'eau pour des populations, accès universel à l'école, accès au travail pour les jeunes. Donc il nous faut aujourd'hui avoir le courage de nous positionner en bâtisseurs, de créer des institutions qui nous permettent de construire la patrie. Pas des institutions donc, qui nous permettent de poursuivre le travail du colon au service du colon.
D'accord. Ça sera votre conclusion. Docteur Diogo, chargé de l'orientation politique du mouvement Sens, merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.